va aller dans un regard croisé ce soir au Cameroun et s'interroger sur le pourquoi l'opposition peine à décoller. Nous évoquerons également la Guinée équatoriale, Théodorin Obiang bloqué à la douane brésilienne, la République démocratique du Congo avec Jean-Pierre Bemba qui se dit prêt à soutenir un candidat unique de l'opposition, et puis le Togo. Les élections locales et le référendum sont programmés pour le 16 décembre prochain. Autour de moi sur le plateau, Kofi Kanitom, acteur de la société civile. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien aller. Bonsoir à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'être avec nous. Georges Eo, vous êtes acteur politique du Cercle des leaders émergents. Clé, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'être à nouveau avec nous. Nous commençons tout de suite avec le Cameroun et cette interrogation. Pourquoi l'opposition peine à mobiliser? En tout cas, la manifestation de l'opposition prévue à Douala, dans la capitale économique, ville traditionnellement contestataire, a enregistré des échauffourées entre des manifestants et les forces de l'ordre. Ceux-ci ont quadrillé le quartier Bonanjo où devait se tenir la manifestation. L'accès à ce quartier était rigoureusement filtré, confirme un habitant de Douala joint au téléphone. Kofi Kanitom, d'abord, est-ce que vous arrivez à comprendre que à quelques semaines de la présidentielle, quelques semaines, j'allais dire 3-4 semaines de la présidentielle, le pouvoir camerounais quadrille autant, c'est-à-dire ne laisse pas d'espace à l'opposition? Bon, vraiment, je me dis que c'est une scène que nous prévoyons parce que Paul Biya n'est pas prêt à laisser son pouvoir et partir. Donc, si aujourd'hui on n'arrivait pas à maîtriser la classe de l'opposition et on lui laissait le champ libre, peut-être qu'il pourra inverser des tendances parce que beaucoup de choses sont allées à l'encontre du chef de l'État, notamment le bilan de son règne de 35 ans et aggravé par son dernier mandat et le fait que l'alternance est appelée de tout cri chose au niveau du Cameroun. Les derniers événements de la partie anglaise également en est un élément. Donc, mais ce qui est pénible encore là-bas, c'est que aujourd'hui, il faut comprendre que c'est un président qui est dense. Quoi qu'il ne reste pas dans le pays, il n'est pas inquiété par qui que ce soit, ce qui démontre à suffisance qu'il a une certaine capacité de régner. Il maîtrise le pays. Il maîtrise le pays. Face à ce monsieur, je ne suis pas sûr, c'est moi qui le pense ainsi, que plusieurs courants d'opposition peuvent affronter ce monsieur et le vaincre. C'est pourquoi je saluais un peu ce que Maurice Kanta avait suggéré en appelant ses autres alliés à s'organiser afin de dégager un seul candidat pour aller contre ce président. Malheureusement, les autres ne l'ont pas compris. Ils préfèrent aller encore en rang dispersé contre une personne de cette grande trempe. Maintenant, la question que moi je me suis essayé de poser et que je n'ai pas trouvé de réponse et qui m'a donné beaucoup à réfléchir, depuis 35 ans, le monsieur règne. Personne n'arrive à le gagner. Pourquoi il ne part pas? C'est une des questions que je me suis posée. Et ça m'a permis d'aller un peu dans l'histoire de Paul Biya lui-même. Comment est-il arrivé? C'est à la faveur de la démission de son prédécesseur Aïdjo, qui était parti. Dès qu'il est arrivé en 82, en 84 avril, il y a eu un coup d'État qui devait le renverser. Déjà, ça veut dire que la personne a été piquée au vif, ce qui va lui demander de s'organiser pour pouvoir s'assurer d'une certaine sécurité autour de lui. Et en ce moment, c'est une autre classe d'individus qui se mettent en place pour lui apporter cette sécurité. Et si cette classe, aujourd'hui, tient toujours à lui prouver que sa sécurité dépend d'elle, le monsieur se sent à l'aise et il se bat.
Maintenant, l'opposition doit comprendre que ce n'est pas contre Paul Biya qu'il faut se battre aujourd'hui, mais c'est contre cette classe qui a été mise en place pour soutenir le président et qui lui rend un certain confort dans son existence. La preuve, c'est que le monsieur peut sortir comme il veut. Il passe même 6 mois à l'étranger. Il peut laisser à l'étranger, mais rien ne l'ébranle. Comment vous pourrez penser qu'en un tour de main ou dans les urnes, l'opposition peut se lever et dire que je veux aujourd'hui remplacer ce monsieur? Alors, ça veut dire quoi? Que la force de Paul Biya est un peu la faiblesse de l'opposition camerounaise? Et écoutez, Samuel, selon ce que vient de dire mon frère, vous allez voir que quand un régime dure au pouvoir, et comme il a dit, il a été piqué au vif, déjà juste 2 ans après sa prise de fonction. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de stratégies qui ont été testées contre lui. Et il s'adapte à la situation au jour le jour, du mandat au mandat, il s'adapte à la situation. Ça veut dire que cette opposition qui est toujours là avec les stratégies différentes, Paul Biya, avec son régime, aussi met en difficulté cette opposition et à chaque niveau. Donc aujourd'hui, il faut noter que il faut carrément un renouvellement, c'est ce que nous prenons même, un renouvellement de la classe politique en général dans ce pays, et surtout de l'opposition, parce que si vous avez la même personne en face de vous, dans les discussions, dans les stratégies, vous avez les mêmes personnes, vous le connaîtrez. Et vous saurez ce qu'il veut faire. C'est que si aujourd'hui même on prend l'unité, ou bien l'union de l'opposition, c'est les mêmes personnes, avec les mêmes stratégies, ils ne vont pas s'en sortir. Donc, c'est que le régime de Paul Biya s'est habitué à son opposition et il les contrecarre. Il arrive à les gérer. Et il faut savoir que ça rentre dans un cercle vicieux. Ça rentre dans un cercle vicieux. Ce qui va se passer, c'est que malgré que Paul Biya n'habite pas le Cameroun, c'est que son régime continue. Donc il faut aujourd'hui que les Camerounais, l'opposition, pensent à une autre stratégie, remplace même les vieux qui sont même, il y a certains même qui ont participé à gérer le pays avec Paul Biya et qui reviennent. Sont passés à l'opposition. Tout ça là ne marche pas d'habitude. Oui, mais là, c'est vrai que Georges Eo évoque un renouvellement de la classe, surtout de l'opposition, mais quand vous voyez au niveau de la principale formation de l'opposition, il y a eu un passage de relais. Ce n'est plus le vieux qui est là maintenant, c'est Yoshua aussi qui a pris le relais, qui est un jeune très connu dans le pays. Oui, bon, est-ce que ce renouvellement a été aussi profond que ça devait l'être? Parce que c'est les stratégies qu'il faut utiliser. Quand c'est une stratégie qui braque une personne, elle ne peut que chercher à se protéger et à monter des stratégies qui puissent lui permettre d'éviter un certain nombre c'est pas comment je veux dire, d'oppression après le régime. Parce que... Mais quand vous dites les stratégies qui braquent une personne, ça veut dire quoi? Que vous pensez que l'opposition doit être plus collaboratrice du pouvoir? En principe, moi, je pense que quand on parle d'une opposition, ça ne veut pas dire que c'est une guerre de stratégie, mais c'est plutôt une façon d'analyser la même chose sous différents angles. Oui, mais là, vous êtes peut-être dans une définition, quand si on était dans des pays normaux, où la démocratie était appliquée normalement, pourquoi on peut comprendre ça comme ça. Pourquoi le pays ne peut pas être des pays normaux? Quand vous êtes dans des pays où le pouvoir est entre les mains d'une seule personne pendant 35 ans, et qui, de surcroît, se paye le luxe de vivre à l'étranger, au-dessus les deniers de l'État, et que l'écrasante majorité de la population vit dans la pauvreté, il va de soi que l'opposition soit radicale. En fait, moi, je continue pas à me poser la question, qu'est-ce qui amène une personne à faire 1, 2, 3 mandats jusqu'à comptabiliser 35 ans au pouvoir? C'est ce que je voulais que nous puissions comprendre. Si on arrive à comprendre ça, ce serait très simple. Et puis, dans mes réflexions bêtes, vous pouvez accepter cela, je me suis dit, si aujourd'hui,
j'étais venu juste pour un mandat de 5 ans. Au cours de mon mandat de 5 ans, je me vois menacé. Et je vois d'autres personnes qui s'élèvent, qui viennent me proposer un soutien et une sécurité. Et à chaque fois que je dois partir, la menace est là, par rapport peut-être à ce bien que j'avais pensé faire, qui peut être chose insuffisant, ou bien que j'ai raté, et qui devient maintenant, et pour me protéger, j'ai des comptes rendus qu'il y a par exemple des exactions extrêmes, il y a des vols, des pillages, et on me réclame ce pouvoir pour l'utiliser contre moi. Je vais toujours refuser de remettre ce pouvoir. Georges, vous partagez cette lecture-là ce qui fait que les gens ne passent pas le témoin, c'est parce que, à un moment donné, ils se sont sentis menacés, ils se sont dit que le pouvoir est la meilleure protection à avoir. En partie, parce que je voudrais revenir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, que si nous sommes dans un pays normal, et c'est en cela que l'opposition ne doit pas réclamer à ce que l'opposition ne soit pas radicale. C'est que le problème de l'opposition, c'est qu'il faut savoir que nous sommes tous fils et filles et fils d'un même pays. Il faut savoir que nous ne sommes pas là pour détruire les acquis, nous ne sommes pas là pour perturber en sorte, parce qu'aujourd'hui, il y a une opposition aujourd'hui, un parti politique opposition, demain il peut être au pouvoir et le parti au pouvoir peut devenir dans l'opposition. Oui. Et si nous voulons des règles de la démocratie, il faudrait que nous préparons aussi mentalement, parce que si nous parlons des pays développés, le développement est aussi développé comme étant un changement tant institutionnel que mental. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Il faut se préparer à ça. Il ne faut pas être radical. Comme je reviens à ce que mon confrère a dit, c'est que le fait que le régime soit secoué, ou bien le régime, à un moment donné, sache que si je quitte le pouvoir, si je lâche le pouvoir, il y a un règlement de compte. Il y a des poursuites. Ils ont tendance, le parti au pouvoir a tendance à ne pas lâcher. Mais s'il est rassuré, comment peut-on rassurer quelqu'un qui est là et qui fait des choses comme elle l'entend? C'est-à-dire, la personne gouverne, la personne pille le pays, la personne commet les pires exactions. Comment peut-on rassurer cette personne-là? Il va de soi qu'après son mandat, la justice soit appliquée. Oui, comme tu viens de le dire, que nous devons nous préparer, je te l'avais dit, nous ne sommes pas dans un pays normal de la démocratie et nous devons nous préparer à cette mentalité. Nous devons préparer, nous-mêmes, nous devons nous préparer. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de féliciter les Béninois avec Kérékou et Soglo, qui à un moment donné se sont dit, mais il faudrait qu'on laisse à la nouvelle génération. Ce qui veut s'appliquer aussi en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui est normal. Il faudrait que nous sachions que le bien commence quelque part. Le bien, quand on dit le bien commence quelque part, ça veut dire qu'à un moment donné, on fait table rase à toutes les mauvaises choses que nous avons faites. Il est vrai que aujourd'hui, nous parlons de Paul Biya et que nous parlons de lui en tant que quelqu'un qui est là depuis 35 ans. Mais aujourd'hui, nous devons savoir que nous ne pouvons pas changer des choses brusquement et nous ne pouvons pas changer des choses en avertissant la personne que quand vous quittez, nous allons te régler des comptes. Non, en fait, moi, j'allais dire que à chaque fois qu'il y a l'épreuve de force, ça veut dire que ça demande une autre façon de pouvoir établir les rapports interhumains. Est-ce que vous voyez? Mais figurez-vous, par exemple, quand vous dites que nous ne sommes pas dans un pays normal, je dis non. C'est peut-être nos actes. Je vous propose de garder le fil de la réflexion. Nous allons juste sonner la courte pause.